bulletin sur Fraternité FM. À la une de l'actualité, ce vendredi 23 janvier de l'an 2026, quelques jours après la tenue des élections du 11 janvier 2026, le gouvernement rompt le silence à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Le porte-parole de l'exécutif s'est prononcé sur le déroulement du scrutin et évoqué les leçons à tirer de ce rendez-vous électoral. Il sera dans ce bulletin d'information et pendant ce temps, les professionnels des médias sont appelés à entrer en possession de leur carte de presse, annonce faite par l'autorité de régulation des médias au Bénin. À Parakou, le constat est déjà effectif. Plusieurs journalistes se rendent à l'antenne régionale de la HAC pour retirer ce précieux sésame. Vous aurez les précisions dans ce bulletin d'information. À ces informations vont se greffer d'autres nouvelles, l'actualité africaine et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. C'est une nouvelle qui plonge l'école primaire publique de Passagambou à Parakou dans une profonde consternation. L'écolier en classe du CEP a grièvement blessé mardi dernier dans un accident de la circulation et décédé ce matin au centre hospitalier universitaire départemental CHUD après plusieurs jours de lutte pour sa survie. L'accident est survenu. S'est produit dans l'après-midi du mardi aux abords de la ville alors que l'enfant rentrait à son domicile. Il a été violemment percuté par un véhicule en pleine circulation. Et selon le secrétaire du bureau de l'association des parents d'élèves APE de l'école, les blessures particulièrement graves ont malheureusement eu raison de sa jeune vie. Guillaume Motokoa, secrétaire général du bureau de l'APE, ainsi que Jules Wakoudé, habitant de la localité, confirme le décès du jeune. Oui, je confirme l'information. C'est ce matin quand on nous a porté l'information. Nous sommes allés nous renseigner encore, on nous a dit la même chose. On était obligé de passer par la maison et c'est là où on nous a confirmé vraiment que l'enfant a succombé. Nous allons voir comment aller vers les autorités pour encore leur parler de ça. Parce qu'à chaque fois que ça se passe, on écrit. Il y a même des choses qu'on a demandées. À chaque fois quand on écrit, les autorités, je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que vous avez demandé? Par exemple, l'école, on avait demandé la clôture. Parce que l'école est en insécurité totale. En face de l'école, il y a un parc à bétail. On avait demandé à la mairie au moins de nous faire la clôture pour que les enfants soient sécurisés. Nous sommes allés même à la maison mortuaire là-bas. Et à l'heure où je vous parle, ce n'est pas sûr que les parents seront déjà revenus de l'hôpital. Parce que... Un enfant est mort à l'hôpital? Et oui. Et quand nous sommes allés à la maison, il n'était pas encore revenu. On a pris le contact du papa, on a appelé certainement le portable déchargé puisque ça n'a pas marché. Ils sont implorés, c'est comme si c'est tout le quartier qui est imploré. Vous connaissez en Afrique, nous avons cette solidarité. On doit aller maintenant voir réellement dans quel état les parents sont, les assister. Que les autorités nous aident à pouvoir ralentir la circulation, la vitesse des chauffeurs. Ralentir, c'est peut-être avec des chicanes ou bien avec des pneus. Moi, je pense que même les pneus seront mieux. Les chicanes, là, les titans brisent ça. Or, pneu, il ne peut pas monter sur le pneu. Il est obligé de suivre le contournement pour ralentir. Donc, si c'est les chicanes, ils vont les briser avec le titan. Parce qu'on a vécu ça. La mairie avait donné, quand il y avait eu déjà un cas qui a précédé ce cas, ils ont tout brisé. Maintenant, si c'est avec les pneus, je pense que ce serait une meilleure solution. Mais le problème que nous avons souvent, quand on dit on va mettre ces trucs, on nous dit que c'est une voie inter-État et qu'on n'a pas la possibilité de mettre. Si ça ne tient qu'à moi, il n'y a pas à faire de dire voie inter-État. Parce que quand bien même c'est une voie inter-État où les véhicules sont privilégiés, les habitants aussi sont privilégiés. Parce que dans le code de la route, il n'est dit nulle part qu'en agglomération sur une voie inter-État qu'il faut faire de la vitesse. Donc, nous allons prendre nos dispositions, puisque c'est nous qui sommes victimes. Autant que nous sommes, il n'y a pas celui-là qui n'a pas son enfant dans cette école. Et nous n'allons pas permettre que ces genres de trucs-là continuent. Il faut que nous prenions nos dispositions. On parle politique à présent. Quelles leçons tire le gouvernement du déroulement du double scrutin du 11 janvier 2026? C'est une préoccupation à laquelle le porte-parole du gouvernement a répondu ce mercredi à l'issue de la rencontre hebdomadaire des membres de l'exécutif. Selon Wilfried Leandro Ngwechi, le processus électoral s'est déroulé
dans la paix et la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Aucun incident majeur n'a été signalé, confirmant ainsi, selon le secrétaire général adjoint du gouvernement, la solidité du cadre électoral béninois. Toutefois, le porte-parole du gouvernement relève une participation relativement faible. Wilfried Léandre Humbwiti. S'agissant des élections législatives et communales du 11 janvier dernier, nous avons observé, comme vous, que sur l'ensemble du territoire national, le processus électoral s'est déroulé dans la paix, dans la quiétude. Les populations sont moyennement sorties parce qu'avec un taux de participation qui s'établit autour de 40%, c'est une participation modérée. On aurait aimé en avoir davantage. Mais je crois que les principales leçons qu'il faut tirer de ce scrutin, c'est d'abord la confiance manifeste que les électeurs ont témoigné aux forces politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Il ne vous aura pas échappé que sur l'ensemble, les partis qui soutiennent le pouvoir, et notamment les deux gros partis, à eux seuls, ont concentré pratiquement 80% des suffrages. Dans un contexte où toutes les forces politiques, de la mouvance comme de l'opposition, qui étaient qualifiées pour prendre part au scrutin, ont pu participer librement, mobiliser leurs électeurs. À l'arrivée, je crois que le peuple béninois, dans sa maturité, a définitivement tranché les débats et les querelles politiques pour indiquer à chacun sa place sur l'échiquier. Qui est première force, qui est deuxième force, qui est troisième, qui a pu réunir les 20% dans toutes les circonscriptions, qui a manqué les 20% dans plus de la moitié des circonscriptions, c'est-à-dire 13 circonscriptions sur 24. Je crois que cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute que les slogans, les mantras qui sont récités pour se donner de la contenance n'ont pas fait l'effet attendu, mais les populations sont matures et donnent ainsi carte blanche aux forces qui soutiennent l'action du président de la République pour continuer à engager le pays dans cette voie de modernisation, de réformes aussi pertinentes, structurelles, qui transforment notre pays dans son ensemble et commence à apporter du mieux-être à chacun et à tous avec l'espoir que cela s'amplifie sur les années à venir. C'est le bout du tunnel pour les professionnels des médias, demandeurs de la carte de presse au Bénin. Après plusieurs mois d'attente, ces derniers entrent enfin en possession du précieux sésame. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a déployé l'opération dans toutes les directions départementales. Objectif distribuer cette pièce maîtresse qui officialise la professionnalisation du secteur au Bénin. À Parakou, l'opération a démarré il y a quelques jours et se poursuit activement au siège de l'antenne régionale de la HAC. Alassane Sanda Imorou est venu tirer sa carte. Il leur confie son soulagement. Après plusieurs mois d'attente, aujourd'hui, je suis venu récupérer ma carte de presse. C'est vraiment à saluer. C'est à l'initiative de la 7e mandature de la HAC, dirigée par le président Edouard Loko. Vraiment, on a vu depuis leur mandature, des changements ont été effectués ou encore sont en cours dans le processus d'obtention de la carte de presse au Bénin. Vraiment, nous allons saluer cela et dire que nous avons remarqué également qu'il y a plus de lenteur administrative parce que par le passé, c'est ce qu'on vivait. Nous ne pouvons que dire merci à la nouvelle mandature de la HAC. La carte de presse, c'est le passeport ou le laissez-passer du journaliste. Ça nous ouvre des portes pour l'obtention d'abord et le traitement par la suite de l'information. C'est notre pièce d'identité. C'est ce qui prouve réellement que nous sommes journalistes et nous exerçons. Je profite également de l'occasion pour inviter nos confrères et consoeurs qui sont encore à la maison de passer et récupérer leur sésame. Voilà qui annonce les sports. Je suis avec Jacques Dégbé. Jacques, bonjour. Bonjour, bonjour à toi, Denis Djibril. Real Madrid, Klopp ne ferme complètement pas la porte. Oui, là on parle du football européen pour démarrer. Donc, Jürgen Klopp a réagi aux rumeurs associées au Real Madrid quelques jours après le limogeage de Xabi Alonso, alors que la Maison Blanche a choisi de miser provisoirement sur Alvaro Arbeloa, le nom de l'ancien entraîneur de Liverpool, a de nouveau circulé
déroulé du côté du Santiago Bernabéu. Je suis dans une situation où je me sens en parfaite paix intérieure, là où je veux être. Je ne voudrais nulle part ailleurs, a confié l'Allemand, désormais directeur du football mondial du groupe Red Bull depuis son départ d'Angleterre pour AS. Pour l'instant, je dirais non, mais il ne faut jamais dire jamais. Je ne pense pas changer d'avis, mais on ne sait jamais, a-t-il donc déclaré. C'est clair que le technicien laisse la porte entrouverte. La balle est peut-être désormais dans le camp du Real. Cannes 2025, le roi Mohamed VI réagit aux polémiques de la finale Sénégal-Maroc. Le roi Mohamed VI siffle la fin de la récréation en plein passe d'âme entre supporters marocains et le reste du monde. Le monarque a condamné les incidents ayant écorné la finale de la CAN 2025 perdue à domicile face au Sénégal, 1-0 après prolongation. Dernier dans une adresse à la nation, il a néanmoins prôné l'apaisement, faisant ainsi écho du message adressé il y a quelques jours par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye par médias interposés aussi. Et même si cette grande finale, cette grande fête footballistique continentale accueillie par le Royaume semble avoir été tristement entachée par l'épisode malheureux des dernières minutes du match de la finale ayant opposé les sélections nationales du Maroc et du Sénégal au coup de fâcheux incidents, de très déplorables agissements se sont produits. Il n'en demeure pas moins qu'une fois la passion retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus, car cette réussite marocaine est aussi une réussite africaine. Le Maroc reste fier d'avoir offert sur sa terre un mois de joie populaire et d'émotions sportives et d'avoir contribué au rayonnement de l'Afrique et de son football, a-t-il donc déclaré. Quant aux accusations de tricherie à peine reportées à l'encontre du Maroc, Sa Majesté a implicitement exhorté ses compatriotes à la retenue et par la même occasion à fumer le calumet de la paix. Merci à vous, Jacques Débé. C'était les informations sportives. Tarine Djegui, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. À Brazzaville, le CEMAC prend une série de mesures pour éviter un choc majeur. Les présidents du Congo, de la Centrafrique, du Gabon et de la Guinée équatoriale, accompagnés des représentants du Tchad et du Cameroun, préparent à un sommet extraordinaire de la CEMAC. Situation économique et financière de la sous-région, les dirigeants ont pris un certain nombre de mesures afin d'éviter un choc majeur. Au terme de ce rendez-vous, une série de décisions lues par Balthazar Ngonga Ndjo, président de la commission de la CEMAC, je cite, à court terme, rapatrier dans la zone CEMAC les avoirs détenus à l'extérieur de la zone CEMAC par les États et les recettes d'exploitation des entreprises, notamment celles du secteur extractif, a-t-il déclaré. Une allusion faite donc aux sociétés d'exploitation de l'or noir, première ressource de la plupart des pays de la CEMAC. Et pendant ce temps, après le forum de Davos, Félix Tshisekedi est à Paris pour un échange avec Emmanuel Macron. De retour de Davos et après une escale privée à Bruxelles, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est ce vendredi 23 janvier à Paris, selon des informations du RFI. Il s'agit d'un coup un déjeuner avec son homologue français Emmanuel Macron. Les échanges doivent porter sur des questions bilatérales ainsi que sur la situation dans la région des Grands Lacs dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes. Merci à vous, Karine Djeki, pour toutes ces précisions relatives à l'actualité hors des frontières béninoises. Voilà qui vient mettre un terme à ce but de l'information, le tout dernier pour le compte de cette semaine. Merci de l'avoir suivi. L'actualité contenue sur nos différents canaux digitaux. D'ici là, portez-vous bien.